Et pour en débattre, pour en parler, nous sommes avec Benjamin Ingélard, avocat, spécialiste en droit administratif. Avec vous, on parlera spécifiquement des possibilités juridiques pour pallier à ce genre de grosses difficultés. Ghislain Chevrier, à vos côtés, docteur en histoire, enseignant à l'université et formateur en travail social, qui connaît bien ce sujet de la radicalisation. Bonsoir à tous les deux. Alors tout d'abord, on va s'arrêter quelques instants sur le constat assez inquiétant des failles dans beaucoup de milieux concernés. On l'a vu, les policiers, les gardiens de prison, mais pas que. Est-ce que finalement on sous-estime le problème, monsieur Chevrier, où la situation est vraiment dramatique en France aujourd'hui ? Alors, on le sous-estime sans doute, mais nécessairement parce que c'est aussi un phénomène nouveau qu'on a du mal à définir et à détecter. Donc, on considère qu'il y a environ 21 000 radicalisés en France et que cela couvre l'ensemble du champ des activités dans notre pays, des services publics, donc aux établissements privés. Effectivement, en matière de moyens de détection, il reste quand même à inventer ce qui permettrait justement d'identifier parmi ceux qui sont des musulmans pratiquants, par exemple, eh bien, ceux qui relèvent de la radicalisation et ceux qui n'en relèvent pas. Vous dites 21 000 cas. Dans la police, Christophe Castaner évoque 106 cas de policiers suspectés de radicalisation sur 150 000. Qu'est-ce qui nous disent ces chiffres ? Pour vous, le spécialiste, c'est beaucoup, pas beaucoup, moyen ? C'est-à-dire que si chaque individu est capable de commettre un attentat, ça commence à faire beaucoup. Et ça montre aussi que, je dirais, il y a des éléments de surveillance qui sont liés à la question de la sûreté et qui nécessitent effectivement d'être rigoureux quant à la place que tiennent donc ceux qui nous protègent dans cet ensemble aujourd'hui très fragile, qui est d'ailleurs sur lequel on a attiré l'attention par un certain nombre d'études qui aujourd'hui attestent d'un phénomène avec la montée des affirmations identitaires dans notre pays, d'une partie de ceux qui sont des pratiquants de leur religion vers des formes diverses de radicalisation, en tout cas une graduation vers la radicalisation, jusqu'à la radicalisation religieuse, qui, rappelons-le, est le fait de vouloir remplacer la démocratie par une théocratie, c'est-à-dire d'imposer donc un régime religieux par la voie de la violence et même des armes. Est-ce que cette frontière, justement, elle vous paraît extrêmement poreuse entre la radicalisation d'un côté et, comme vous dites, ce passage potentiel à l'acte ? Alors, je crois que s'il y a une porosité, elle tient à la montée du communautarisme. Le risque avec l'enfermement communautaire, c'est que derrière les murs du communautarisme, on ne sait plus ce qu'il se passe. Et de fait, on peut laisser agir le salafisme, le wahhabisme, les frères musulmans, pour ne pas les citer, des courants d'influence qu'on identifie plutôt comme de l'intégrisme, des formes rigoristes de pratiques religieuses, mais qui peuvent déboucher à un moment donné sur ce basculement vers la violence. On voit, on ne va pas les citer, mais plusieurs magazines, des hebdomadaires notamment, avoir des couvertures parfois un petit peu alarmistes, justement, sur certains quartiers qui seraient vraiment quasiment, qui vivraient d'une manière communautaire, avec les lois qui ne sont plus celles de la République. Est-ce que pour vous, c'est une situation réelle ou c'est encore une fois un peu exagéré ? Écoutez, Patrick Kanner, lorsqu'il était ministre de la Ville, disait qu'il y avait, au moment des attentats en Belgique, 100 Molenbeek français. Donc c'est qu'il doit bien, effectivement, exister une situation qui doit pouvoir nous alarmer. Et la dernière étude de Bernard Rougier, donc universitaire, sur les territoires qui ont été gagnés par l'islamisme, après les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan. Oui. Et donc on voit bien que nous sommes dans une situation avec une montée en puissance d'un phénomène qui n'est pas que franco-français, qui est un phénomène international, que reflète le califat de Daesh, en très grande difficulté, des structures aujourd'hui qui peuvent difficilement, avec une base arrière, mettre en place des attentats du type de ceux qu'on a connus en 2015, mais on déjoue régulièrement des attentats en France, et ailleurs on peut voir que régulièrement on a des attentats particulièrement au couteau qui sont donc revendiqués donc avec des personnes qui ont fait allégeance à Daesh. Alors on revient à cet attentat à la préfecture de police de Paris il y a 3 mois avec des défaillances qui ont été relevées. Je me tourne vers le juriste aujourd'hui. Est-ce qu'on a clairement les moyens de trouver les solutions ? En fait, si vous voulez, je pense que déjà, dans un premier temps, les événements de ces dernières semaines et de ces derniers mois ont au moins permis de dresser un bilan et des premières conséquences, et que peut-être
contrairement à une idée trop répandue, c'est que la fonction publique et la sphère publique n'étaient pas un sanctuaire et qu'elle n'était pas sanctuarisée par rapport au phénomène de radicalisation. Et aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement, la fonction publique, comme chaque corps social, est représentatif de la société. Et donc forcément, s'il y a de la radicalisation qui se répand au sein de la société, eh bien, on va retrouver cette forme de radicalisation au sein de la fonction publique. Maintenant, l'arsenal législatif, il existe aujourd'hui, il est déjà nombreux pour sanctionner des fonctionnaires, des agents contractuels qui manqueraient à leurs droits et à leurs obligations dans le cadre de leurs fonctions. Mais effectivement, la difficulté se pose avec ces nouvelles données juridiques. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce qu'un individu radicalisé ? Aujourd'hui, le Code de la fonction publique prévoit déjà un arsenal législatif extrêmement conséquent, qui va de l'avertissement à la révocation, qui est le licenciement pour un fonctionnaire. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, permettent de se séparer d'agents qui poseraient une difficulté. Maintenant, le souci majeur, c'est où mettre le curseur. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment un individu est considéré comme un individu radicalisé, ça, c'est un premier élément. Et je pense que l'électrochoc qui a probablement et forcément justifié aujourd'hui les travaux parlementaires qui sont menés sur cette problématique, je pense que depuis de très nombreuses années et de très nombreux mois, on évoque la problématique de radicalisation dans la fonction publique. Mais jusqu'à présent, ça touchait le transport, ça touchait l'éducation. Il est vrai que lorsque des tiers faisaient valoir ces problématiques de radicalisation dans les transports, dans l'éducation, forcément, on comprend, ça avait moins d'impact que quand cette radicalisation, elle touche des agents de sécurité ou les forces armées, puisque forcément, on l'a vu dramatiquement ces dernières semaines, les conséquences, elles sont beaucoup plus importantes et elles sont en réalité décuplées. Alors je vous propose, pour rebondir sur ce que vous nous dites, d'écouter Éric Diard, député Les Républicains de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, secrétaire de la commission d'enquête de l'attaque de la préfecture de police de Paris. Pour lui, il n'est pas possible justement en France de révoquer une personne pour les motifs de radicalisation. En matière de radicalisation, on a un angle mort juridique. Je vous rappelle qu'en France, vous ne pouvez pas révoquer quelqu'un pour radicalisation. On ne peut pas créer le délit parce que en face, vous avez la liberté de conscience et la liberté religieuse qui sont constitutionnelles. Et donc, à partir de là, souvent, on utilise des motifs connexes, par exemple d'ordre disciplinaire, pour révoquer les personnes. Alors, il y a une évolution un petit peu dans les professions, j'allais dire, de souveraineté, puisque depuis peu, on peut rétrocribler, c'est-à-dire vérifier en cours de carrière si ces personnes ne se sont pas radicalisées et créer une commission qui permettrait de les révoquer pour radicalisation. Mais là-dessus, je voulais vous donner un exemple. C'est la loi SILT du 30 octobre 2017 qui a créé cette possibilité de rétrocriblage pour les policiers et les gendarmes. Eh bien, cette loi n'est appliquée que depuis le 24 octobre 2019. On va revenir avec vous, le jury, sur ces propos. Mais Guylain Chevrier, c'est assez inquiétant quand même comme constat. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Alors, ce qui est vrai, c'est la définition de la radicalisation reste une question très importante. Faudrait-il encore qu'on se dote d'outils de détection corrects ? Le référentiel qui aujourd'hui existe fait partie du kit du ministère de l'Intérieur sur ce sujet n'est pas adapté. En protection de l'enfance, où on intègre la question du terrorisme dans les risques qui concernent les enfants en danger, eh bien, on a des référentiels qui sont beaucoup plus pointus. Donc, il faudrait quand même élaborer donc un référentiel qui corresponde aux enjeux d'identification de la radicalisation et aussi les moyens d'évaluation tout en garantissant les droits et les libertés des personnes, qu'il ne faut pas oublier. Mais il faut aussi un arsenal juridique qui corresponde à ces enjeux, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, ça devient une question capitale lorsque ça touche le cœur de ceux qui nous protègent. Et donc, effectivement, c'est du ressort de la responsabilité de l'État et de la représentation nationale. Guylain Chevrier ? Oui. Benjamin Gélard, pardon, excusez-moi. Effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez indiqué et pour rebondir sur la prise de parole qu'on vient d'entendre, on parle d'angle mort juridique, mais aujourd'hui, il faut quand même avoir conscience que tout est déjà balisé, si vous voulez, pour sanctionner un agent ou un fonctionnaire qui aura un comportement nuisible pour son service. Mais dites-moi, quand vous dites sanctionner, ça veut dire quoi ? Parce que l'idée, c'est quand même qu'il quitte les lieux, parce que sanctionner, il s'en fiche un petit peu s'il a envie de commettre un attentat, donc on lui tape sur les doigts. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, la problématique est la suivante, c'est que, quelle que soit la gravité des faits qui sont commis par un fonctionnaire, que ça va de l'insulte ou à la violence extrême, c'est le cas dont on est en train de parler ce soir,
on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine lourdeur administrative qui est très bien pour les droits de la défense des agents et des fonctionnaires, mais aujourd'hui, très clairement, un individu qui est radicalisé, qui est identifié comme tel, qui refuse de faire tout un tas de travaux qu'on lui demande et qui vraiment a un comportement dangereux, la procédure c'est la suivante. Il faut d'abord le convoquer à un entretien préalable. Oui. Ensuite, on lui remet l'intégralité de son dossier. Il va être heureusement assisté d'un avocat. Ensuite, son dossier est transmis à un conseil de discipline. Il passe devant ce conseil de discipline qui émet un avis. Cet avis est transmis pour simple information à l'agent. Ensuite, l'employeur, le supérieur hiérarchique, lui notifie un arrêté. Et ensuite, cet arrêté peut faire l'objet d'une contestation. Alors, ça dure combien de temps? Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours dans les murs? Tant que l'agent n'a pas été destinataire d'un arrêté de licenciement, on peut le suspendre à titre administratif. Mais cette suspension administrative, attention, ne peut excéder en principe 4 mois. C'est-à-dire que l'administration a 4 mois pour saisir le conseil de discipline, pour que celui-ci puisse dire il faut licencier cet agent. Ces 4 mois ne sont renouvelables qu'une seule fois, si et uniquement si une plainte pénale a été déposée. Donc c'est une fenêtre de tir très courte, puisqu'on a entre 4 et 8 mois si on veut licencier un agent qui a commis une faute. Et j'en terminerai sur ce sujet. Effectivement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la radicalisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Et le problème, c'est que effectivement, il faut monter le dossier avec des éléments de preuve qui sont nécessaires pour la défense de l'agent et qui, effectivement, ralentissent la procédure, effectivement. Guylain Chevrier, ça vous semble adapté à la problématique dont on parle? Là, c'est quasiment une procédure de licenciement avec tout le temps que ça prend. Alors, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un volet pénal qui permette de prendre des mesures conservatoires. Parce que c'est lorsqu'il y a un volet pénal, donc concernant une infraction pour un agent de la fonction publique, effectivement, on peut appliquer ce type de mesures. Donc, il manque effectivement des éléments qui permettraient au moins de prendre une mesure conservatoire avec un travail d'évaluation sur le fondement du référentiel dont je parlais précédemment, qui reste effectivement à créer. Créer un référentiel de cette nature, c'est pas une petite affaire. Connaissant bien dans le secteur de la protection d'enfance où j'ai eu donc à agir, eh bien ce sont des mois de travail avec des cabinets d'experts, avec une mise en place avec des périodes d'évaluation du référentiel lui-même pour validation, et un travail aussi qui pourrait associer les personnels et qui permettrait de faire un travail de mise en conscience aussi. Donc ne l'oublions pas, donc c'est tout un processus qui pour l'instant n'est absolument pas, je vous le dis, tel que les choses sont aujourd'hui dans la pensée collective de ceux qui nous dirigent, en tout cas du point de vue d'une telle démarche. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on va parler de cette volonté politique, mais d'abord j'aimerais revenir sur un point avant d'évoquer cette volonté politique. Ces gens qui ont envie de commettre des actes répréhensibles, des actes terroristes, ils vont pas le crier sur tous les toits. Enfin, on a beaucoup parlé de cette fameuse taquilla, on se fond, ils vont pas annoncer la couleur, si j'ose dire. Comment lutter contre ça, Benjamin Ngella? Si vous voulez, aujourd'hui, on a des textes qui datent des années 80 sur le licenciement des fonctionnaires qui posaient des difficultés au sein des services. Ces textes aujourd'hui, ils sont parfaitement adaptés, ils marchent très bien. C'est pas la difficulté. La difficulté, le débat aujourd'hui, c'est de se dire, on a 20 000 individus radicalisés dans la fonction publique. Alors il est vrai qu'il y a plus de 6 millions de fonctionnaires, donc ça reste une infime minorité. Enfin, il en suffit d'un. Maintenant, effectivement, il en suffit d'un. Et sans toucher à l'architecture juridique qui existe déjà et qui est parfaitement adaptée aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait l'adapter à la marge, sans tout remettre en considération, et que l'une des solutions qui est notamment utilisée aujourd'hui pour la législation relative aux droits des étrangers qui doivent avoir des occupations d'occupation du territoire, ce serait peut-être les notes blanches. Effectivement, les notes blanches qui sont rédigées par les services de renseignement sont juridiquement aujourd'hui acceptées par les juridictions administratives. Donc ces notes blanches pourraient très bien venir fourbir en fait le dossier des collectivités ou de l'État qui souhaiterait suspendre un fonctionnaire radicalisé. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait s'orienter. Guylain Chevrier, vous parliez effectivement de la volonté politique. On a entendu Christophe Castaner aujourd'hui, d'ailleurs, qui a tout de suite parlé effectivement d'un déséquilibré le jour de l'attaque de cette préfecture, qui nous dit voilà, il y a un contrôle particulier, des examens qui sont faits pour être sûr. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est radicalisé, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on est radicalisé, etc., etc. On sent vraiment une fébrilité, un malaise de la part du ministre de l'Intérieur qui n'ose pas mettre les pieds dans le plat, peut-être de peur de susciter une polémique. Est-ce qu'on ne souffre pas de ça aujourd'hui en France, tout simplement?
Des rapports de l'État avec les religions, puisque notre ministre de l'Intérieur nous explique que la laïcité, c'est aussi d'accompagner l'organisation d'un culte pour fabriquer en quelque sorte un islam de France, avec un parti unique qui serait le Conseil français du culte musulman, puisqu'il s'agit aussi d'installer, ce qui est en train de se faire, des instances départementales par l'entremise du ministère de l'Intérieur, du CFCM, pour mieux encadrer les musulmans. On se demande ce à quoi joue le gouvernement en la matière. Parce que je crois que l'État doit rester à sa place et les cultes là où ils doivent être. Grâce à cette loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État, qui permet à l'État, donc effectivement, non pas une neutralité, mais d'avoir cette place qui est celle de gouverner donc au nom de la raison. L'État est religieux, il n'est pas athée, et donc à distance de l'influence religieuse. On parle beaucoup plus de religion que de philosophie ou d'athéisme dans notre société. Il suffit de voir le débat autour de la jeune Mila, où on a eu un sondage donc de l'IFOP Charlie Hebdo qui nous dit que sur le délit de blasphème, il y aura une sorte de partage 50-50, mais parce qu'on est en pleine confusion. Et on est en pleine vous avez confusion. vu la réaction de la garde des Sceaux qu'on lui a reproché, elle a essayé de rétropédaler. En pleine confusion, la garde des Sceaux, voilà. puisqu'elle confond le fait de critiquer une religion avec, je dirais, ce qui est de l'ordre d'une discrimination et l'atteinte à une personne. Nous sommes tout à fait dans autre chose. On va pouvoir discuter et même parfois de manière injurieuse. Et si cette jeune fille en est arrivée à une certaine vulgarité, c'était en conséquence d'insultes, de menaces de mort. Et donc, quelque part, ceux qui avaient initié cela l'avaient bien cherché en quelque sorte, surtout avec une jeune fille de 16 ans. Mais enfin, donc ce qui amène aussi où on confond un petit peu tout, parce que précisément, on est dans la confusion. Le président de la République, lorsqu'il reçoit les cultes dans le cadre de ses vœux, oui. eh bien, c'est le moment qu'il choisit pour parler de la radicalisation et de la laïcité, au lieu de s'adresser aux partis politiques et aux associations positionnées. C'est quand même très inquiétant. Donc, on est dans une situation de grande confusion. Un élément que je vous soumets, le ministère de l'Intérieur vient de publier les nouveaux chiffres sur la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, oui. les actes anti-musulmans, etc. 130% d'augmentation des actes donc xénophobes et racistes. Et sur quel motif? C'est ce que dit le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui commente en disant que c'est la montée des extrémistes identitaires. Donc assez de jouer avec cela. Prenons conscience des enjeux. Un ouvrage comme La tentation radicale des deux sociologues donc, qui ont produit cette étude avec 7000 lycéens, il ressort que 20% des élèves qui se déclarent musulmans disent qu'ils sont prêts de prendre les armes pour défendre leur religion. Donc on est quand même dans un phénomène de montée depuis particulièrement les attentats de Charlie Hebdo où il y avait il y a eu le refus de la minute de silence dans beaucoup de lycées et de collèges. Donc on est face à un vrai phénomène. Il faut remettre à sa place la laïcité républicaine aussi. C'est tout l'enjeu de la prévention de la radicalisation pour éviter que certains esprits soient entraînés donc dans un conflit avec l'État et la République. On l'a vu, notre avocat ici présent nous dit on a l'arsenal juridique, c'est plutôt pensé. Je pense qu'effectivement, oui. Alors c'est vrai que sur ces sujets, il y a toujours une hystérisation du débat, effectivement. Moi, quand je parle de la radicalisation de la fonction publique, je parle d'équation impossible. Parce qu'encore une fois, de quoi on parle? On parle d'agents, effectivement, de 20 000 agents qui seraient susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État ou à des administrés du service public de par leur radicalisation. Sauf qu'encore une fois, aujourd'hui, toutes les sanctions, elles peuvent permettre d'exclure ces agents. Et la difficulté, c'est plutôt une difficulté en amont. Je pense que là, il faudrait réfléchir. Oui. En fait, c'est pourquoi pas augmenter en fait la vigilance lorsque ces agents rentrent dans la fonction publique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une fois qu'on est rentré dans la fonction publique, comme vous le savez, on est titularisé, on devient fonctionnaire. Et forcément, il est beaucoup plus difficile en fait de sanctionner ou de muter des agents. Bien que les agents peuvent toujours être mutés dans l'intérêt du service. Mais encore une fois, je pense qu'il faut vraiment regarder ce sujet avec un certain recul et un certain apaisement, parce qu'il est vrai que sur ce sujet, et je le comprends, compte tenu de l'actualité, il peut y avoir un emballement prégnant, et c'est normal. Il y a quand même eu des morts, effectivement, à la préfecture, des pères de famille. Effectivement, mais sur les CDC, je suis persuadé que les dispositions légales actuelles, elles auraient permis, largement et amplement, au regard, encore une fois, du devoir de vigilance qui existe, de les éviter. Mais c'est une machine tellement énorme, forcément, malheureusement, des fois, il y a des difficultés à ce suivi. Guylain Chevrier, on est effectivement, Maître Ejlar nous parlait de vigilance. Moi, je ne relativiserai pas, parce qu'on est vraiment face à un phénomène montant, extrêmement inquiétant, et une montée aussi avec les affirmations identitaires d'un communautarisme de plus en plus prégnant sur notre société, qui, comme je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs c'est le dernier rapport du Sénat sur la radicalisation qui le dit, que c'est le principal terreau de la radicalisation. Donc attention, danger. Pour donner un chiffre qui là est au-delà de la fonction publique dans les entreprises privées, l'Observatoire
l'Observatoire français du fait religieux en entreprise a constaté qu'en quelques années, on est passé de 2% de cas bloquants sur ces questions du fait religieux et de l'adaptation de l'entreprise donc aux pratiques religieuses à 9,5% de cas bloquants, où dans un nombre très important de situations, on se confronte à la mise en cause de la légitimité de l'entreprise et la mise en accusation de racisme de l'employeur. Donc on voit que monte ce phénomène avec des personnes qui peuvent basculer dans la violence parce que se mettant dans l'affrontement avec la République en portant leur foi au-dessus du droit. Donc il y a un travail effectivement en amont dans notre société du point de vue éducatif, mais aussi de bien prévenir par un arsenal judiciaire et des moyens de détection qui font qu'on crée aussi une forme d'intimidation vis-à-vis de ceux qui mènent ces campagnes qui visent à capter des personnes et à les amener à commettre le pire. Est-ce que cette société de vigilance appelée des vœux d'Emmanuel Macron au lendemain de l'attaque de la préfecture, est-ce que c'est l'une des solutions où vous nous dites là, non, c'est pas aux citoyens de remplir la responsabilité que devrait avoir l'État? Oui, en fait, j'ai envie de vous dire que dans un monde idéal, effectivement, ce serait la solution, cette société de vigilance. Toutefois, on le voit même en qualité d'expert universitaire ou d'avocat, ou même de spécialiste de ces questions, la frontière entre le fait religieux et la radicalisation est extrêmement complexe. Et la problématique, encore une fois... C'est la question de départ. Exactement. Il ne faut pas se tromper entre le fait religieux, qui peut tout à fait être accepté, que ce soit dans l'espace public ou dans l'entreprise, et le phénomène de radicalisation. Pour reprendre la définition la plus utilisée en matière de radicalisation, on parle d'une forme violente d'action. On ne peut pas considérer aujourd'hui décemment que le simple fait religieux dans l'espace public soit une forme violente d'action. Donc le problème, c'est que sur ces sujets-là, tout le monde a sa définition qui est variable et donc le législateur peut éventuellement apporter quelque chose. Est-ce que la religion a sa place dans l'entreprise et dans l'espace public? Guy Chevrier, ça sera quasiment le mot de la fin. Écoutez, sans doute à partir du moment où c'est une question de proportionnalité et de respect des principes communs, et c'est tout le problème, c'est de voir de plus en plus de personnes pratiquantes, et pas seulement concernant l'islam, qui viennent là où elles travaillent ou là où elles vivent pour imposer leurs règles religieuses aux autres. Et c'est le début du commencement des risques dont nous parlons. Et donc, effectivement, nous sommes vraiment là, nous devons être absolument vigilants. Quant aux citoyens, les citoyens, je pense, peuvent tout à fait participer à cette démarche comme en protection d'enfance, pour rester sur ce sujet. Il y a un numéro revers national pour effectivement signaler des situations potentiellement de radicalisation, mais il faut des dispositifs à la fois de détection et d'évaluation qui garantissent les droits et libertés des personnes, qui n'hypothèquent pas du résultat de ces évaluations, qui en même temps permettent de prendre des mesures conservatoires et qui ne présagent pas de la suite, mais permettent de prévenir le risque, ce qui n'a pas été fait jusqu'alors. Un mot de la fin peut-être, non? Bon, non, je pense que tout a été dit sur ce sujet. C'est complexe, donc forcément, ça nécessite une réflexion globale. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec moi pour ce débat.